Après une explosion de cas de coronavirus en Italie du Nord, les contaminations repartent en France. 3 nouveaux cas ont été détectés mardi. Pourtant, les mesures de précaution prises par le gouvernement et le ministère de la Santé manquent à l'appel. Comme chaque année, Marine Le Pen s'est rendue au Salon de l'Agriculture. Face à la situation critique que traverse le secteur depuis des années, la présidente du Rassemblement national est venue à la rencontre des agriculteurs avec ses propositions. Alors que le gouvernement grec souhaite la construction de nouveaux camps pour accueillir davantage de clandestins, les îles de Lesbos et Chios entrent en résistance. Avec près de 38 000 migrants déjà présents, les îles sont prêtes à craquer et de violents affrontements ont éclaté entre habitants et forces de l'ordre. Madame, Monsieur, bonsoir. La France est-elle condamnée à toujours avoir un train de retard alors que l'Italie recense plus de 320 malades du coronavirus ? Un patient est décédé en France dans la nuit de mardi à mercredi et 3 nouveaux cas ont été détectés. Le gouvernement français cède à une politique infantilisante et oublie les mesures de précaution. L'épidémie est à nos portes. Laissons-la entrer. Ainsi pourrait se résumer l'attitude actuelle du ministre de la Santé, tout juste parachuté aux manettes pour gérer la crise du coronavirus. Alors que l'Italie a vu un nombre exponentiel de cas se répandre dans le nord du pays, avec désormais plus de 320 personnes contaminées et 10 morts, la France, frontalière, semble jouer la carte de la détente. Écoutons le professeur Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Nous avons 3 nouveaux cas confirmés dans la nuit. Le bilan donc des patients confirmés infectés par le coronavirus en France passe à 17 cas. Pour rappel, je vous avais cité hier le 13e cas, qui est celui d'une jeune femme de retour de Chine qui est hospitalisée à Paris, qui ne présente aucun signe clinique de gravité. Les contacts ont été parfaitement identifiés et informés. Le 14e cas, il s'agit d'un homme d'une 60aine d'années qui est hospitalisé actuellement en Auvergne-Rhône-Alpes après des séjours répétés en Lombardie. Il n'y a pas de signe de gravité, les contacts familiaux et professionnels ont été prévenus. En ce qui concerne aussi l'alerte médiatisée hier sur un groupe scolaire de Courbevoie de retour d'un voyage en Lombardie, il y avait plusieurs enfants symptomatiques. Les résultats sont tombés cette nuit, ils sont négatifs. Sur les 3 nouveaux cas que nous avons eus cette nuit, il y a un homme français de 55 ans qui est actuellement hospitalisé à Amiens et qui est dans une situation clinique grave. Il est actuellement en réanimation. L'enquête autour du cas est en cours. Le 16e cas est un homme français de 36 ans actuellement hospitalisé à Strasbourg. Il revient de Lombardie. Il ne présente pas de signe de gravité. Et l'ARS, là aussi, dispose des coordonnées pour l'ensemble des contacts. Le 17e cas confirmé est un homme de 60 ans français qui a été testé en urgence hier à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans un état gravissime et qui est malheureusement décédé dans la nuit. L'enquête a été lancée en urgence. Un premier Français est donc mort dans la nuit de mardi à mercredi. C'est le 2e décès du coronavirus sur notre sol, le premier concernant un touriste chinois de 80 ans. Si les contrôles très légers dans les aéroports avaient déjà fait l'objet de critiques au début de cette crise sanitaire, la suite ne semble pas davantage donner raison au principe de précaution. Un renfort de contrôle aux frontières a été mis en place dans les Alpes-Maritimes, mais Schengen oblige, pas de fermeture à l'horizon. Le ministre Olivier Véran a en effet expliqué que le virus ne s'arrêtait pas aux frontières, pas comme le nuage de Tchernobyl aurait-il pu rajouter pour gagner en crédibilité. Et au-delà de cette légèreté apparente, c'est également une grande impression de flou qui se détache des décisions gouvernementales. En effet, tandis que des élèves de retour d'Italie ont été sommés de rester chez eux pendant 14 jours de quarantaine, les 3000 supporters italiens sont autorisés à venir à Lyon pour assister au match de Ligue des Champions ce mercredi soir contre la Juventus de Turin. Une décision étonnante alors que le virus gagne de plus en plus de pays. Un premier cas aurait été effectivement détecté au Brésil, portant ainsi à plus de 40 le nombre de pays touchés. Dans ce cadre, si la Chine présente plus de 95% des cas recensés, la Corée du Sud, avec plus d'1 millier de cas, commence à inquiéter. Le 3e pays le plus touché est donc l'Italie, avec plus de 320 cas, devant le Japon et l'Iran, avec respectivement 170 et 90 malades. Si les chiffres de mortalité, quelques 2700 dans le monde, restent pour l'heure faibles, ils devraient toutefois inciter aux précautions. Plusieurs décisions ont donc par ailleurs de quoi inquiéter en France. Le cas des masques de protection en fait partie. En effet,
Alors que se profilait facilement une pénurie, la France a envoyé une partie de ses stocks en Chine, le tout alors même que les pharmacies étaient dévalisées. Les stocks seraient donc à ce jour bien incapables de satisfaire la demande en cas d'épidémie installée en France. Une épidémie qui poserait également problème au vu de la saturation des urgences en grève depuis près d'1 an. Fidèle à ses habitudes, Marine Le Pen s'est rendue hier mardi au Salon de l'Agriculture. La candidate aux élections présidentielles est venue écouter le monde agricole et a fait part de ses propositions. Un reportage de Géraud Dufayet. C'est le passage obligatoire des politiques. Chaque année, le parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris accueille pendant une semaine le célèbre et tant attendu Salon de l'Agriculture. Des milliers de Français curieux ou passionnés venus des 4 coins du pays viennent déambuler dans les allées de cette immense vitrine de l'agriculture tricolore. C'est donc également l'occasion pour les personnalités politiques de s'offrir un bain de foule, mais aussi d'aller à la rencontre de nos agriculteurs. Mardi, Marine Le Pen était au rendez-vous. En soutien de l'agriculture française, la présidente du Rassemblement national dénonce depuis longtemps la concurrence déloyale imposée par les traités internationaux, mais aussi l'échec de la loi alimentation. D'abord, il y a une inquiétude très importante, c'est évidemment la baisse de la PAC, puisque on voit bien que l'Union européenne cherche en réalité à financer d'autres politiques avec ce budget, les migrants, le Green Deal. Donc, la première des choses, c'est celle-là. La traçabilité, qui permet en fait de faire du patriotisme économique, permet aux consommateurs de faire du patriotisme économique, elle est quand même en danger, puisqu'aujourd'hui elle n'existe que grâce à une dérogation, la concurrence internationale déloyale, et notamment de la part de produits qui ne respectent absolument aucune norme et sur lesquels aucun contrôle n'est fait. Or, il n'y a pas un secteur économique qui peut survivre à une telle concurrence et à une telle déloyauté. Évidemment, leur retraite, dont on voit que le président de la République a fait des promesses qu'en réalité il ne comptait pas tenir, c'est-à-dire sur les 85% de SMIC pour les retraites pleines des agriculteurs. Je veux dire, il y a toute une série de sujets aujourd'hui qui méritent qu'on se batte, peut-être qu'on fasse un bras de fer pour défendre une nouvelle expansion de l'agriculture française. Parce que moi, je ne suis pas là pour gérer la pénurie, c'est-à-dire pour voir les agriculteurs baisser d'année en année et que ce salon de l'agriculture qui est une vitrine devienne un musée. Marine Le Pen sait que l'accueil est souvent chaleureux dans les allées du Salon de l'Agriculture. Et pour cause, le vote pour le Rassemblement national progresse dans la ruralité. Malgré tout, la candidate à l'élection présidentielle de 2022 doit affronter une réalité, la perte de confiance des agriculteurs dans les représentants politiques, tous bords confondus. Les politiques, en général, sont déconnectés de la base. Elle est députée européenne, elle est agricultrice. Elle aura beau essayer de résoudre le problème, mais je ne pense pas qu'elle va y arriver. C'est pas possible. C'est plus loin que ça. C'est l'administratif qui gère tout ça. Donc les politiques, pour moi, c'est pas possible qu'ils n'y arriveront pas. Ce que vous faites répond à peu près à ce que nous on propose, c'est à produire local. Après, on peut faire des produits, on pourrait vendre des produits, des gâteaux qui sont brésiliens, marocains, etc. Ce qui est important aujourd'hui, je crois, c'est de renouer avec le local et de faire en sorte que vous puissiez créer de l'emploi en France. Le Rassemblement national a une autre lourde tâche, répondre aux enjeux écologiques. Des inquiétudes partagées par les Français qui entrent trop souvent en confrontation avec la réalité du monde rural. En effet, il est difficile de concilier les impératifs verts avec la concurrence internationale, bien moins rigoureuse sur le respect des normes environnementales. Aujourd'hui, nous avons des normes qui sont les plus élevées du monde. Nous avons un comportement écologique qui nous met dans les premiers pays au monde en termes de respect de l'environnement. Et en réalité, on importe des produits sans rien dire, qui viennent en revanche de pays où aucune de ces normes ne sont respectées. Donc il faut être cohérent, on ne peut pas nous dire en même temps l'écologie et le climat est un problème mondial et en même temps accepter que l'on importe des productions qui sont fabriquées ou produites dans des conditions qui n'ont ni queue ni tête sur le plan environnemental pour pouvoir les consommer en France. Ça, c'est le patriotisme économique et la lutte contre la concurrence déloyale. Je crois que les Français sont de plus en plus attachés à la qualité de leur nourriture, à la qualité de ce qu'ils consomment. Et c'est vrai qu'ils ont une chance en France, c'est d'avoir peut-être les produits les plus vertueux, les produits les plus normés, les plus propres au monde. Mais ces produits, il faut savoir les protéger, il faut savoir les accompagner. Il faut notamment accompagner les transformations vers le bio.
bio qui sont aujourd'hui très largement insuffisantes. Il y a une véritable inquiétude aujourd'hui pour nos agriculteurs, c'est les budgets qui leur sont alloués par la PAC, puisque l'accord avec le Brexit prévoit notamment une baisse des crédits européens et une baisse pour la PAC. Et donc nous, on souhaite pérenniser ces aides qui sont attribuées dans le cadre d'une politique agricole commune pour faire en sorte que nos agriculteurs puissent aujourd'hui vivre décemment de leur travail. Pour Marine Le Pen, cette immersion dans le salon de l'agriculture était également l'occasion de revenir sur le bilan de son principal adversaire, Emmanuel Macron. La présidente du Rassemblement national n'a pas manqué de critiquer sa politique destructrice vis-à-vis de l'agriculture française. Les gouvernants français ont fait une croix sur l'agriculture. Donc ils savent qu'il suffit de résister quelques minutes et que ça suffira pour qu'on cède. Ça a été comme ça depuis 15 ans. Vous savez, la négociation, c'est une question de caractère. Et je ne crois pas qu'Emmanuel Macron ait le caractère pour ça. Si le Rassemblement national semble pouvoir compter sur le vote, convaincu ou par dépit d'une large tranche du monde rural, le parti de Marine Le Pen devra redoubler d'arguments pour persuader les agriculteurs, parfois au bord de la falaise. En effet, ces derniers dénoncent souvent la toute-puissance de la politique agricole mise en place par l'Union européenne et beaucoup militent pour en sortir. Une sortie de l'UE que ne défend plus le parti patriote, qui préfère miser sur une transformation de l'intérieur à laquelle beaucoup ne croient pas. Les habitants des îles grecques sur le pied de guerre, alors que le gouvernement hellène a annoncé sa détermination à construire de nouveaux camps à Lesbos et Chios pour y parquer des clandestins. Des habitants se révoltent et les affrontements ont éclaté avec les forces anti-émeutes. Thibaut Bastide. La Grèce se déchire à cause des clandestins. Depuis mardi, les îles de Lesbos et de Chios sont devenues le terrain de violents affrontements entre des centaines d'habitants et les forces anti-émeutes. En cause, les décisions gouvernementales concernant l'accueil des clandestins. En première ligne de la crise migratoire qui affecte l'Europe depuis 5 ans, les îles de la mer Égée semblent à bout de souffle. Autorités locales et habitants ont fait savoir qu'ils ne sont plus disposés à accepter sur leur île des milliers de demandeurs d'asile. Alors que plus de 38 000 clandestins sont déjà entassés dans des camps installés sur les îles de Lesbos, Samos, Chios, Léros et Kos, dont la capacité totale officielle est de 6 200 personnes. Le gouvernement central grec, mené par le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, semble vouloir en rajouter une couche. En effet, malgré l'opposition des riverains, l'exécutif a tenté à plusieurs reprises de les convaincre de la nécessité de créer de nouveaux camps. Une volonté réaffirmée mardi alors que des centaines d'habitants et d'élus locaux s'étaient rassemblés sur les ports de ces îles et dans des villages situés à proximité des terrains désignés pour la construction de nouveaux camps pour protester contre l'arrivée d'environ 1 millier de policiers des forces anti-émeutes en provenance de Grèce continentale pour renforcer la sécurité sur ces îles. Une épreuve de force qui a dégénéré, donnant lieu à des affrontements entre les deux camps. Des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes ont été lancés par les forces de l'ordre contre des groupes de personnes qui leur jetaient divers objets. 2 femmes ont été hospitalisées pour des problèmes respiratoires après ces incidents. Si le gouvernement conservateur arrivé au pouvoir en juillet 2019 a assuré qu'il s'agissait d'une volonté de diminuer la surpopulation sur les îles en transférant des milliers de migrants vers d'autres parties de la Grèce, il se trouve confronté à une impasse car sur le continent, les communautés locales s'opposent également à cette mesure. Un calme précaire est revenu sur les îles mais de nouvelles manifestations sont prévues. Et un appel à la grève générale a été lancé pour dénoncer ce qui est considéré par ses habitants comme de la répression. Et passons à présent à l'actualité en bref, c'est avec Olivier Frère-Jacques. L'association L214 réclame la démission du ministre de l'Agriculture. Une semaine après la divulgation d'une vidéo choc de l'abattoir Saubeval de Boulazac, l'association est revenue à la charge mardi. Alors que le ministère de l'Agriculture et la préfecture de Dordogne avaient affirmé qu'il n'y avait pas de mise en évidence de non-conformité à la réglementation, l'association a dévoilé une série de courriers électroniques échangés avec le ministère, celui-ci reconnaissant des non-conformités au sein de l'abattoir de Dordogne. L214 a de nouveau appelé à la fermeture immédiate de l'abattoir Saubeval. L'association a porté plainte auprès du procureur de la République de Périgueux pour sévices graves envers des animaux et réclame donc la démission du ministre Didier Guillaume. Le ministère de l'Agriculture a réagi mardi soir dans un communiqué indiquant que la Direction générale de l'alimentation diligentait actuellement une nouvelle inspection de l'établissement. Un rapport sera par ailleurs publié vendredi matin.
Nouvelle épine dans le pied pour la majorité. Mardi, le co-rapporteur de la réforme des retraites, Jacques Maire, a annoncé avoir saisi le déontologue de l'Assemblée nationale sur ses actions chez l'assureur AXA, après que la France insoumise l'a accusé de conflit d'intérêts. Dans sa déclaration d'intérêts transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le député LREM rapportait détenir 13 836 parts chez l'assureur AXA. Mais ce nombre aurait légèrement augmenté. Jacques Maire a accusé le parti de Jean-Luc Mélenchon d'utiliser tous les moyens pour fragiliser la majorité en plein examen de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Et encore un chef de gouvernement devant les tribunaux. C'est devenu une habitude depuis 3 décennies. François Fillon voyait ce mercredi débuter son procès dans le cadre notamment de l'emploi fictif de son épouse. Il rejoint toute une lignée de professionnels de la politique, également anciens premiers ministres, qui depuis 1999 ont été appelés à la barre. Pierre Mauroy, Laurent Fabius, Dominique de Villepin ou encore Jacques Chirac et Alain Juppé. Du sang contaminé aux emplois fictifs, tous ne sont finalement pas condamnés, mais leur mise en cause témoigne d'une tendance d'une époque qui ne semble pas être marquée par l'intégrité des dirigeants politiques. Que François Fillon se rassure, il sera prochainement suivi d'un certain Édouard Balladur qui sera, lui, entendu pour répondre de délits de complicité d'abus de biens sociaux dans le cadre de l'affaire Karachi. Polytechnique dans le viseur de la Cour des comptes, celle-ci alerte sur la gestion financière de cette prestigieuse école d'ingénieurs. Entre 2014 et 2018, tous les exercices de l'institution auraient été déficitaires en dépit d'un soutien financier accru de l'État, et cela dès 2016. Outre une gestion qui laisserait à désirer, les sages de la Cour des comptes y vont de leur petit couplet sur l'absence de mixité sociale dans le recrutement. On imagine pourtant mal les enfants, ou plutôt les petits-enfants de ces membres zélés de la Cour des comptes être inscrits en CAP. Pour compléter le rapport, la Cour des comptes remet également en question le rattachement de Polytechnique au ministère des Armées. Un astronaute amateur meurt en voulant prouver que la Terre est plate. Samedi, le cascadeur américain Mike Hughes, surnommé Mad Mike, comprendre Mike le Fou, est mort dans le crash de sa fusée artisanale. Avec son acolyte, cet astronaute en herbe avait réuni la somme de $18 000 et s'était mis en tête de prouver que la Terre est plate. Pour ce faire, les deux hommes avaient construit une fusée à vapeur, mais l'engin artisanal s'est écrasé peu après son décollage, avec le savant à son bord. Ce voyage, qui sera le dernier pour Mad Mike, n'aura donc pas permis de prouver que la Terre est plate. Et on approche de la fin de cette édition. Dans un instant, découvrez le 2e numéro d'Orage de papier. Depuis la nouvelle librairie rue de Médicis à Paris, François Bousquet reçoit Christian Combaz, l'occasion de découvrir l'album de la première série des chroniques de Campagnol. Jusqu'au déclenchement de la révolte, on m'a toujours considéré comme une espèce d'oiseau de mauvais augure qui avait le culot et le tort d'attirer l'attention sur une France qu'on ne voulait pas voir. Voilà. Mais en fait, ça fait déjà 30 ans que vous évoquez cette France des Gilets jaunes, cette proto-France des Gilets jaunes. Absolument. J'ai retrouvé un vieil article de vous dans Le Monde diplomatique qui abordait le sujet il y a 30 ans de cela déjà. On trouve encore sur Internet sous le titre « Amer Aveyron ». À l'époque, il s'agissait d'un département où j'habitais. Et oui, où je racontais qu'il existait une France de la 4e vitesse. Et voilà. Et l'une des phrases, c'était « Mais d'où vient la patience des paysannes qui attendent l'autobus ?» qui circulent à vélo sur les routes de campagne. Et la réponse, c'était « Parce qu'il n'y a plus d'autobus ». Ce soir, découvrez également Perles de culture. Anne Brassier reçoit Pierre Maire, vice-président de l'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc, pour évoquer le projet de donation d'une statue de la Pucelle d'Orléans à la Russie. La journaliste Françoise Monestier dénonce ensuite l'état d'abandon des églises de France. Tout de suite, retrouvez évidemment Mes libertés politiques avec François Billot-Leclerc. C'est à présent la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Sabords, tempête chez les féministes, coup de tabac chez les défenseuses de l'égalité des sexes.
La militante Marguerite Stern, grande figure de l'activisme féministe, a semé le trouble dans le rang des combattantes en émettant récemment des doutes sur la légitimité du combat en faveur des transsexuels. Eh bien oui, essayons de la comprendre, la brave dame. Une transsexuelle, ce n'est rien de plus qu'un homme qui a voulu devenir une femme. Rien que de le dire, ça donne plein d'idées. Donc, quand un homme veut devenir une femme, c'est une fois de plus un mâle dominant qui vient empêcher les femmes de respirer, qui empiète sur le plate-bande, qui entre sans tambour ni trompette dans la congrégation de la gente féminine. En réalité, rien ne prouve qu'il n'y a pas de sa part une tentative de conquête. Décidément, les détenteurs de chromosomes XY sont partout et il faut plus que jamais s'en méfier. C'est vrai quoi à la fin? À quoi cela sert-il d'être féministe? Pour défendre les droits des femmes, pour défendre la spécificité des femmes contre les hommes, si les hommes peuvent devenir des femmes? Décidément, pourquoi le bon Dieu a-t-il doté les hommes de leurs encombrants entrejambes? Il aurait pu y réfléchir à 2 fois quand même. Mais au fait, il y a du fichtrement grassouillet bon dans les propos de la Marguerite. Je la cite. « J'observe que les hommes qui veulent être des femmes se mettent soudainement à se maquiller, à porter des robes et des talons. Il faut rappeler que si nous sommes des femmes, c'est en vertu d'un fait biologique. » Ouh, le vilain gros mot. Quoi ? En 2020, comment peut-on dire des choses aussi réactionnaires? Allons donc, mais elle est folle dinguette, la Marguerite. Et cela n'a pas manqué. La Marguerite s'est fait clouer au pilori par ses comparses comme, j'ouvre les guillemets, féministe, radicale, trans-exclusionnaire. Vous imaginez l'insulte? Je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais il paraît en tout cas que c'est très grave d'être féministe, radical, trans-exclusionnaire. Ce qu'il y a de formidable dans cette ère de révolution sociétale permanente, c'est le retour toujours inopiné et inattendu, y compris dans la bouche d'une dame aux cheveux bleus, d'un furieux bon sens qui vient nous rappeler ce que Dame Nature et le bon Dieu ont toujours voulu depuis toute éternité. Et cela, somme toute, c'est assez rassurant. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.